qu'on a fait dessiner les représentations sociales et mentales par les enfants de leur goûter. Et justement, à travers ce dessin, on a pu repérer que dès 6 ans, l'enfant ne savait pas finalement ce qu'il mange. Et par contre, il sait parfaitement dessiner l'emballage du goûter. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement un peu votre background et aussi qu'est-ce qui vous a un peu motivé à participer à Planit? Donc moi, je suis sociogéographe. Ça fait 20 ans que je travaille sur les recherches participatives. De développer le concept de Living Lab, c'était nouveau pour moi par rapport à d'autres recherches, on va dire plus classiques, même si la recherche participative, c'est pas forcément classique dans le monde de la recherche. Et là, travailler aussi sur l'alimentation des enfants, c'était un chouette challenge. Alors, Anthony Farley, donc moi je suis chercheur à l'INRAE de Clermont-Ferrand. Ça fait 28 ans que je fais de la recherche en alimentation préventive et plus récemment durable. Et je travaille beaucoup aussi sur la transformation des aliments et l'impact sur le potentiel santé de l'aliment. Et ce qui m'a intéressé dans Planit, c'est que c'est bien de développer des théories, de faire des concepts. Et là, j'ai vu vraiment une opportunité de porter sur le terrain des concepts et des théories voilà, pour changer le réel. Il y avait une occasion de changer le réel à travers la recherche participative et le laboratoire vivant. Et ça a été surtout ça ma motivation. C'est enfin comment la théorie peut aider à changer la réalité. Vous direz que c'était quoi les points clés qui ont fait de votre Living Lab une réussite? Parce que vous avez quand même réussi à engager beaucoup d'acteurs, à mettre en place beaucoup d'activités participatives. Donc, quels sont les points clés pour engager un écosystème d'acteurs? Et en quoi c'est vraiment hyper important aujourd'hui de faire cette approche participative, notamment dans le sujet de l'alimentation? Je pense que la particularité de notre laboratoire vivant, c'est qu'il y a de forts antécédents de recherche participative sur le territoire qu'on a investigué. Notamment de nombreux projets qui déjà incluaient la recherche participative comme levier d'action autour de l'alimentation. Ce qui fait que quand on a continué avec Planit, c'était justement une continuité d'un écosystème préexistant. Et l'originalité avec Planit, c'est qu'on a associé dans cet écosystème l'accord des enfants, des enseignants et de la santé qui n'était pas préalablement pensé par les recherches antérieures. Auparavant, c'était plus un dialogue, par exemple, avec les agriculteurs pour produire et alimenter la population. Et là, d'avoir une lecture encore plus élargie de cet écosystème et cette dimension globale de durabilité et de santé, c'était une vraie nouveauté. Donc en fait, c'est pour ça aussi que ça a bien marché, du fait qu'il y avait ces antécédents, les réseaux étaient présents et Planit a été, on va dire, un facteur supplémentaire, un driver supplémentaire pour accélérer même certaines collaborations. Et l'autre aspect que j'ai trouvé aussi important par rapport à Planit et notre, on va dire, succès dans ce projet, c'est que le Living Lab et dans la méthodologie Living Lab, on a des approches extrêmement concrètes de la recherche. Ce qui n'était pas forcément évident aussi dans les recherches antérieures, qui sont tout aussi louables puisqu'elles ont permis malgré tout de créer cet écosystème sur lequel on s'est appuyé. Mais pour autant, là, on est allé vraiment vers des actions extrêmement palpables, extrêmement concrètes avec les cantines, avec les agriculteurs, avec les supermarchés. Voilà, des acteurs qui n'étaient pas forcément évidents à capter dans ces écosystèmes et que Planit a permis, en fait, grâce à nos divers outils. Anthony? Pour compléter Claire, je vais dans le même sens qu'elle, c'est-à-dire que je pense qu'une des réussites du laboratoire vivant, c'est que Claire et moi avions déjà aussi créé des liens de confiance avec pas mal de gens dans la région aussi. Et je voulais insister sur l'importance des liens de confiance qui avaient été créés antérieurement avec des acteurs. Ça a aidé à avoir autant de parties prenantes qui ont accepté de signer la charte. Voilà. Et puis je dirais aussi que l'originalité, ça a été des fois ces acteurs pouvaient travailler en silo, même dans la région. Et là, ça a été vraiment de réunir des parties prenantes d'horizons très, très variés, des enfants aux familles, aux associations, représentants publics, élus, les acteurs de la chaîne agroalimentaire. Et là, vraiment, de créer une nouvelle synergie qui peut-être n'était pas aussi prégnante auparavant, puisque sur les différentes actions menées dans le laboratoire vivant, c'est vrai que ça incluait toujours différentes parties prenantes, quoi, d'horizons très variés. Et ça, je pense que ça a été quelque chose de très original et très synergique, très holistique. Et le laboratoire vivant, qui est une méthodologie que moi je ressens comme holistique, multidimensionnelle, est un outil formidable pour mener ce type d'action participative.
Et donc, comme vous l'avez dit, vous avez travaillé avec plein d'acteurs différents, mais vous avez surtout ciblé donc les enfants et leurs parents, ce qui n'est pas forcément une cible évidente quand on parle de manger sain et durable. Enfin, c'est pas forcément la priorité des enfants, quoi. Donc, quel retour vous avez eu après vos différentes activités, interventions, de la part des enfants notamment, par rapport à ce sujet-là? Est-ce qu'il y avait un peu d'enthousiasme? Est-ce qu'au contraire, il y avait de bah, ça m'intéresse pas? Est-ce que... Alors, c'est une question un peu compliquée à répondre, dans le sens où un enfant, selon le contexte dans lequel il se trouve, va jouer dans ses réponses avec ça. Concrètement, s'il est tout seul à la maison avec ses copains, il va avoir un certain discours, on va dire presque plus libre d'enfant. Quand il est dans un contexte scolaire ou avec des adultes encadrants, il va essayer de faire plaisir à l'adulte et donc à répondre positivement de manière à faire plaisir. Donc dans ces évaluations et dans la façon de comprendre l'impact et comment les enfants ont réagi vis-à-vis de la démarche, connaissant ce biais, si on peut appeler ça comme tel, il a été hyper intéressant de développer justement des outils très alternatifs de jeu, de remise en contexte de liberté, même de création d'œuvres d'art artistiques par exemple, pour que les enfants puissent être au plus proche de leur liberté d'expression pour faire ce retour. Et face à ça, et ben, finalement, on se rend compte qu'ils ont une parfaite conscience aujourd'hui. Ils sont même plus formés que les parents, que les adultes, sur cette question de développement durable, de manger sain, etc. Il y a des politiques nationales en France qui martèlent jour et nuit sur la télé, sur les médias, manger, bouger, 5 fruits et légumes par jour, issus du plan nutrition santé national, qui est extrêmement efficace et les enfants peuvent nous le ressortir n'importe quand, n'importe quel moment. Mais le point de faiblesse dans ces résultats et la capacité à changer pour eux, c'est la notion de plaisir. C'est-à-dire que si tout programme qu'il soit, tout projet soit-il, il n'y a pas le plaisir, on va dire, l'enfant ne va pas vouloir s'engager et être en capacité de comprendre l'intérêt de manger sain et durable. Et donc, le challenge, il était vraiment là, c'est-à-dire de trouver dans ces environnements une façon par les adultes de faire plaisir aux enfants pour être sûr que ce comportement ait un véritable changement et un véritable impact sur la démarche. Et une fois, quand on a réussi quelques fois, ça a marché, mais pas évident à trouver. Et est-ce que tu penses que, par exemple, dans 5 ans, 10 ans, on pourra voir vraiment un changement de comportement alimentaire chez les enfants avec qui vous allez travailler, comparé à d'autres enfants qui n'ont jamais vu Planète? Alors, on l'a déjà un peu senti, la tendance chez les adolescents, notamment les 12-14 ans, où déjà, notamment chez les filles, des tendances de changement sont apparues très brutalement. Une prise de conscience et même on sentait un argument pour certaines jeunes filles de s'opposer à leurs parents en disant ouais, mais il faut faire la cuisine, j'en ai marre de manger mal, arrête maman d'acheter n'importe quoi. Donc on a vu ça chez les ados. Chez les plus jeunes, je pense que la graine est semée et effectivement ça nécessitera un peu plus de temps, d'appréhension, de compréhension, puisqu'on est quand même sur des concepts. Quand bien même avoir un couteau, une fourchette dans la main et des aliments, ça peut paraître extrêmement pragmatique, il s'avère que le sain, le durable, c'est totalement conceptuel. Et le rapport à sa santé quand on a 6 ans, c'est pas du tout évident. Enfin, on tombe malade, pas malade, mais pour eux, c'est j'ai faim, j'ai pas faim, j'ai envie, j'ai pas envie. Donc, cette maturation, en fait, de tout ce qui a été fait, de ses impacts et de comprendre justement par les différentes expériences qu'on a menées, je pense que, voilà, on croise les doigts que dans 10-15 ans, ça apparaisse. Mais on n'a pas de garantie. Oui. Ça dépendra aussi du relais, justement, de l'écosystème d'acteurs, d'adultes qui les encadrent à persévérer, continuer, répéter tout ce qui a été fait pour être sûr qu'il y a un minima d'impact sur ça. Ouais, en fait, ce qu'il faudrait presque faire, c'est de faire une étude comparée s'il n'y avait pas eu Planète et après Planète. Oui, ou refaire Planète dans 10 ans. Oui. Sinon, effectivement. Les retrouver. Je peux ajouter un petit point, ça va pas être très long. Alors moi, j'ai eu moins de contact avec les enfants que Claire, qui a été plus sur le terrain que moi. Mais quand même, j'ai remarqué par expérience que si avec les enfants, on ne les considère pas comme des réservoirs à remplir de connaissances de manière du top-down, du haut vers le bas, ça marche beaucoup mieux. C'est-à-dire que l'idée, c'est avec des jeux, comme Claire le suggérait, des animations scientifiques participatives, horizontales,
en essayant de mobiliser les connaissances qu'ils ont déjà pour les amener eux-mêmes à la réponse. Ça marche bien. C'est assez efficace. Par exemple, je prends l'exemple des pyramides technologiques. On classe un même aliment en brut, transformé, ultra transformé. Et on fait des équipes et on les fait jouer ensemble pour classer le plus rapidement possible les 12 groupes d'aliments. Et ben, en fait, ils se trompent très peu. Et ils adorent jouer comme ça. Et c'est eux-mêmes qui, de manière proactive, arrivent à la solution. Et donc, en agissant comme ça, ils intègrent beaucoup mieux la chose puisqu'ils sont acteurs. Ils ne sont pas des réservoirs passifs qu'on remplit de connaissances du haut vers le bas. Et puis l'autre expérience que j'ai eue avec les enfants, c'est pour être intervenu en parlant de l'alimentation saine et durable, notamment auprès de collégiens. Ils comprennent très bien et ils posent des questions très intelligentes. Donc après, la question, c'est est-ce que l'éducation ou la sensibilisation des enfants est suffisante si leur environnement proche ne change pas et si au niveau macro, c'est-à-dire des politiques nutritionnelles ou de la régulation de la publicité pour les enfants, si les niveaux méso et macro ne changent pas et qu'on n'agit que sur l'enfant, je crains que ce ne soit pas suffisant. Il faut faire bouger les 3 niveaux en même temps, micro, méso et macro. Oui, totalement. On ne peut pas se concentrer. Non, parce que le micro, il ne sera pas citoyen. assez fort. L'éducation ne sera pas assez forte si l'enfant, en sortant de l'école, il a un environnement où il n'y a que des fast-foods, où ses parents continuent à acheter papa bien, lui, au petit déjeuner, donne des ultra transformés, etc. Et s'il n'y a pas de régulation, ce sera insuffisant. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est une conclusion forte auprès des enfants dans ce laboratoire vivant. Oui, c'est tout l'intérêt de réunir tous les Voilà, acteurs. faut pas être en silo, il faut vraiment que les 3 niveaux bougent en même temps. C'est l'idéal. Mais le niveau macro est sans doute le plus dur à faire bouger. Oui, c'est sûr. Et vous avez parlé de la notion de plaisir, un peu, qui est hyper importante chez les enfants. Il me semble que vous avez travaillé un peu sur les goûters. Vous avez fait un atelier, vous pouvez peut-être m'en dire plus, oui. Alors, il y a une partie qui a plutôt été animée par Claire sur l'inventaire des goûters, avec une stagiaire, à partir de plus de 360 dessins d'enfants, des collectes d'emballage, où on s'est rendu compte, en fait, et là, ce qui est intéressant, c'est quel que soit le niveau socio-économique des parents, et ben là, il n'y a pas de différence, c'est que plus de 50%, c'est des aliments ultra transformés, et plus de 90% sont trop sucrés. Donc, et là, c'est pas une question de revenus, donc ça veut dire que c'est vraiment le moment du lâcher-prise, et que la maman ou le papa gagne plus d'argent, il va quand même donner ça. Parce que le maître mot, comme disait Claire, est le plaisir. Et donc, c'est le moment où on fait plaisir à l'enfant et c'est un peu l'enfant qui dicte ce qu'il a envie au goûter, quoi. D'un autre côté aussi, on s'est rendu compte sociologiquement, c'est que ce temps du goûter, il y a une reconduction sociale du parent vers l'enfant. C'est-à-dire que le parent va chercher à se rappeler sa propre enfance à travers cet instant de repas qu'il veut un peu formuler comme un moment plaisir. Le plaisir du parent et le plaisir de l'enfant. Et aussi la récompense de la journée où on a senti, en enquêtant certains parents, qu'on appelait ça le moment doudou. C'est-à-dire que le parent n'avait pas vu l'enfant de la journée et que par conséquent, le temps de retrouvailles devait être forcément sous une forme sucrée, douce, plaisir, cohérente avec cette transition de l'enfance vers l'adulte et que du coup, le moment goûter était, peu importe qu'il soit de qualité, on va dire, c'était plus le moment de je te retrouve, je te fais plaisir et on redonne un doudou, quoi. Et quand on voit après à travers les âges, on a enquêté des collégiens et des lycéens sur ce moment aussi du repas. Et c'est vrai que justement, les collégiens vont chercher le goûter comme une récompense qu'ils n'ont pas pu avoir parce qu'à la cantine, c'était pas bon, parce que le temps de travail à l'école est différent et demande beaucoup plus d'assiduité, de confrontation aussi à un apprentissage de l'adulte. Et forcément, le goûter était extrêmement sucré et un peu on rattrape les autres repas par cette quantité de plaisir qu'on va retrouver le temps du goûter qui est autorisé. Parce que le parent autorise qu'au goûter, on puisse manger, on va dire, pas forcément équilibré, alors que ce n'est pas le cas sur les autres repas. Et ça a été assez fort dans l'analyse qu'on a mis en avant. Et ce qui fait que c'est très... Il y a eu un jeu qui s'est développé aussi, du coup, qui a été très bien compris par les industriels, par exemple, en développant des mascottes, ces personnages qui sont comme un peu des petits nounours, en fait, des petits doudous aussi. Et donc, on retrouve ce dialogue-là aussi à travers les produits.
Et un autre point qui était très intéressant aussi dans cette première étape d'inventaire, donc on a fait dessiner les représentations sociales et mentales par les enfants de leur goûter. Et justement, à travers ce dessin, on a pu repérer que dès 6 ans, l'enfant ne savait pas finalement ce qu'il mange. Et par contre, il sait parfaitement dessiner l'emballage du goûter. Et donc, on a pu, avec justement notre collègue diététicienne, faire l'analyse du produit en tant que tel, puisqu'il suffisait de repérer l'emballage très marketé pour l'enfant, pour immédiatement reconnaître le produit et du coup pouvoir estimer le degré d'ultra-transformation, le degré de sucre, la quantité de sucre, etc. L'enfant dessine. Ce qui est marrant, c'est que l'enfant dessine même plus l'aliment d'origine, il dessine la marque. C'est-à-dire qu'il est tellement matraqué, parce que c'est les premières cibles des industriels pour ces aliments ultra transformés au goûter. Et donc, ils dessinent maintenant plus que les marques, quoi. Ils reconnaissent un produit, mais ils sont incapables de dire l'origine des ingrédients de l'aliment, quoi. Et après, c'est vrai que sur cette démarche, donc on a fait une restitution auprès des parents avec des acteurs de la santé du CHU de Clermont-Ferrand, des diététiciennes. Ça a été un flop. En fait, les parents ne sont pas venus au rendez-vous. Et par contre, les industriels, on a recommencé l'affaire, on a restitué ces résultats à partir des dessins. Et là, les industriels sont venus et les diètes sont venus. Donc plutôt les professionnels, et ce qui nous a permis de passer à la seconde étape pour l'intervention méso d'un groupe de travail auprès d'industriels, qui a été aussi une expérience bien singulière, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, pour faire court, nous sommes parvenus dans une démarche de co-design, c'est-à-dire de co-construction, de prototypes, de solutions, pour que industriels et acteurs de la diététique et de la sensibilisation puissent travailler ensemble à promouvoir une autre façon de concevoir ces goûters. Mais quand il a fallu, on va dire, passer à une réelle action de créer ces goûters, là, on n'a plus eu personne, parce que le jeu de la concurrence a été plus fort. Et que pour ces acteurs-là, dans la pensée, dans les, entre guillemets, les yaka faucons, ils peuvent le faire, mais après, très concrètement, ça a été extrêmement compliqué. Donc, en fait, il y a deux solutions qui sont apparues pour développer un goûter bon, sain et durable. Enfin, en tout cas, bon, ça, il n'y a pas de souci, mais plus sain et durable. C'est comme les industriels ensemble. En fait, la démarche participative, quand tu réunis plusieurs industriels qui sont un peu sur le même sujet, c'est pas facile parce qu'ils vont pas dévoiler leurs idées aux autres, même s'ils ont signé une charte de confidentialité. Donc, c'est un peu limité. Mais est apparu, puis c'est ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'eux, ils préfèrent un partenariat privé-public avec éventuellement un ingrédientiste, mais plutôt en monolatéral plutôt que multilatéral. Et puis l'autre solution qu'on aimerait développer par la suite, c'est pourquoi pas développer directement le goûter par les cuisiniers scolaires, par les écoles directement. Comme ça, on aurait un goûter qui serait le même pour tout le monde, il n'y aurait pas de différenciation par les marques, par les enfants. Et puis au moins, on saurait d'où viennent les ingrédients. Donc ça, c'est une piste que... Même plus, c'est plus qu'une piste, puisqu'on a 2 municipalités qui se sont engagées à offrir gratuitement les goûters. Alors pour le périscolaire, mais en tout cas pour les enfants des écoles. Et donc notre diététicienne a été formée, ces cuisiniers, à faire des goûters sains et durables. Elle a créé un livre de recettes qui est sur le Knowledge Center de Planet et qui permet pour les parents de faire des goûters en moins de 30 minutes avec des ingrédients plutôt locaux. On évite la banane et le chocolat. Et qui sont faisables avec les enfants, etc. Et vous avez un exemple de goûter? Ouais, on a qu'est-ce qu'on a? On a les boulettes énergie. Energy Ball. Les boulettes énergie, des gâteaux qui sont faits aussi assez simplement. Ou des barres céréalières, mais avec des vrais ingrédients, quoi. Donc ça reste sucré, mais pas trop. Pas trop. Voilà, on garde le côté sucré, plaisir, doudou, puisque ça, c'est, je pense, quelque chose... On n'a pas travaillé jusqu'à savoir s'il fallait l'enlever ou pas, mais je pense que non. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le goûter n'était pas obligatoire dans on va dire dans la journée par rapport à tous les menus. Donc c'est pour ça que c'est vraiment c'est le bonus, quoi, ce repas. Mais on privilégie plutôt le temps de la relation parent-enfant à cuisiner ensemble autour de ce plaisir. Et vu qu'il y a quand même cette histoire de transfert de l'enfance de l'un et de l'autre vers l'âge adulte, autant le faire de manière partagée ensemble autour de ce repas et de cet atelier cuisine. Oui, l'idée c'est de montrer qu'un goûter, on peut toujours garder le plaisir, mais avec moins de sucre et puis avec des ingrédients de meilleure qualité et plus durables.
Et puis, il y a des contraintes aussi qu'on n'imagine pas en tant que chercheur si on ne va pas sur le terrain. C'est pour ça que c'est la recherche participative. En observant le terrain, par exemple, les parents disent ouais, mais nous, on veut un goûter qui se mette dans le cartable, dont la forme puisse se mettre dans le cartable. Donc, c'est une contrainte auquel il faut penser, qui puisse se conserver longtemps, qui soit facile et pratique à manger. Voilà, donc tout ça, c'est des choses aussi qu'on découvre, qu'on ne peut découvrir qu'en faisant de la recherche participative de terrain. Donc, tu as mentionné, Anthony, que le niveau le plus dur à faire avancer, peut-être, c'était le niveau macro. Si là, vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez que les politiques français ou régionaux, locaux fassent avancer, ou même européens, si vous avez des idées jusque-là? Moi, j'ai des idées, mais c'est des idées un peu choc de rupture, vous me connaissez. En termes de régulation, il faudrait interdire les publicités alimentaires ultra transformées pour enfants, enfin la malbouffe pour enfants, puisque c'est 9 sur 10 en France, c'est beaucoup, c'est les premières cibles. Donc ça, il faut vraiment protéger nos enfants, parce que les maladies chroniques vont se développer à plus long terme. Et puis l'autre mesure à prendre, c'est limiter l'implantation des fast-foods, notamment autour des lycées. Alors, ça déborde un petit peu sur notre tranche d'âge, mais on sait qu'ils s'implantent exprès autour des lycées parce que les ados ont de l'argent de poche et ils vont préférer aller au fast-food plutôt qu'à la restauration scolaire. Et la troisième action, ce serait dans l'idéal taxer les aliments de mauvaise qualité nutritionnelle, ultra transformés ou trop riches en sucre gras ajouté, et que cette taxe puisse être réinjectée pour rendre plus accessibles les aliments de qualité. C'est-à-dire qu'il faut faire les deux en même temps, parce que si on se contente de taxer juste la malbouffe, c'est toujours les plus pauvres qui vont être pénalisés, puisque leurs produits qu'ils achètent en masse vont être les plus taxés, puis en même temps, les aliments de qualité restent chers. Donc voilà, si mener ces trois actions de front serait hyper efficace au niveau macro. Et puis ensuite, le programme national nutrition santé numéro 5 qui est paru en France le mois dernier, c'est comment le rendre opérationnel sur le terrain et s'appuyer sur les diététiciens qui sont, je trouve, sous-évalués, pas assez mis en avant, et qui auraient ce rôle de terrain à jouer justement pour faire la frontière entre le macro et le micro. Claire, quelque chose à ajouter? Pas grand-chose, si ce n'est que je pense de cette expérience, c'est de faire confiance dans les politiques locales aussi. Parce qu'on voit que, on a travaillé beaucoup avec des élus, par exemple ruraux, des territoires ruraux, où certaines familles mettaient 45 minutes pour trouver le premier supermarché. Et c'est des compétences aussi, l'alimentation qui est pas bien perçue dans les compétences politiques aujourd'hui, quelles que soient finalement les échelles. On le voit très bien à l'échelle nationale. Je crois qu'on ne le voit pas tant que ça à l'échelle européenne, même si on le voit à travers l'agriculture notamment. Mais la notion d'alimentation, santé, c'est pas forcément très visible localement. Donc, renforcer la lisibilité de ces politiques européennes pour les territoires locaux et pour les locaux de mieux comprendre que l'alimentation doit être une compétence obligatoire aujourd'hui, alors que ça ne l'est pas. Et on voit que c'est du cas par cas, selon les difficultés, selon les besoins de population. Et quand les élus locaux ne sont pas du tout sensibilisés, ou voire où ils ont juste à s'occuper de la cantine scolaire, c'est parfois des grosses contraintes pour eux, avec des coûts énormes, et ils ne sont pas du tout accompagnés pour ça, mais du tout. Donc je pense que là-dessus, il y a à faire, vraiment, sur ça. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à toi, Juliette.